Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui n'a peut-être jamais été abordé en France ouvertement, le cas des hommes violés en temps de guerre. Je n'ai rien trouvé de réellement concret en français sur ce sujet, j'ai pas vraiment approfondi les recherches, donc si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à mettre la source en commentaire. Mais je commence à avoir un peu l'habitude, alors j'ai la flemme de passer 3 semaines à faire des recherches à la con pour au final trouver tout au plus une malheureuse mention en fin de paragraphe, en plein milieu d'un chapitre, au beau milieu d'un bouquin sur les viols de guerre, mentionnant les hommes. Je n'ai pas trouvé grand chose sur le sujet en fait, mis à part cet article qui est fort éloquent. Je vais donc me contenter de le traduire et de le commenter un petit peu. La traduction servira surtout à parler de ce sujet, étant donné qu'en faire une vidéo, ça fera bien plus chier les féministes et ce sera bien plus difficile pour eux de mettre ça sous le tapis que si j'avais laissé un commentaire sous une de leurs vidéos à la con, toutes plus malhonnêtes les unes que les autres. L'article débute en précisant que les viols de guerre sont aujourd'hui reconnus comme étant des composantes significatives d'une guerre. Il s'agit d'un des types de violences les plus étudiés, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi les ONG ou dans la recherche académique sur le sujet. Ça concerne la première cause d'intervention des organisations humanitaires dans les zones de conflit aussi. Cependant, définir qui sont les auteurs et les victimes de ces violences sexuelles de guerre n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, prétend l'auteur, en particulier quand il s'agit de victimes masculines. On pense en premier lieu à des femmes et des filles qui ont réduit en esclavage, dont les grossesses ou les avortements se sont imposés quand on parle de ce sujet. Mais qu'en est-il des mariages forcés, des circoncisions forcées, des castrations et autres tortures sexuelles imposées aux hommes, demande l'autrice de l'article. La plupart des débats sur le sujet reposent encore sur des visions simplistes des rôles des hommes et des femmes dans les conflits. Malgré les recherches féministes cherchant à montrer une certaine image de la femme en temps de guerre, le cliché de la femme victime et de l'homme prédateur persiste. Là, étant donné que l'autrice est féministe, et qu'elle est incapable de ne pas faire un concours de bites puéril entre les hommes et les femmes pour savoir qui est le plus victime entre les deux, faire en sorte que les femmes gardent leur statut de victime, ce qui d'ailleurs est doucement ironique comparé au début du paragraphe, elle dit forcément, comme si de rien n'était, que la majorité des études se focalisent uniquement sur les femmes victimes. Fallait peut-être insister là-dessus. Peut-être qu'une remise en question du féminisme serait judicieux ici, mais non, surtout pas. L'idéologie avant les victimes, telle est la devise du féminisme. Mais elle relativise tout de même en disant que là où on daigne étudier le cas des hommes victimes, on trouve qu'ils ne sont pas si rares que ça. Du coup, je propose pour les prochaines études sur les viols de poser uniquement la question aux hommes, de dire qu'ils sont majoritaires, voire les seules victimes via ces études-là, et voir comment les féministes réagissent, puisqu'apparemment c'est une méthodologie acceptable à leurs yeux que de demander qu'à la putain de moitié de la population si elle est victime ou pas. Depuis le milieu des années 90, de plus en plus d'ONG et de publications académiques ont attiré l'attention sur le fait que les hommes pouvaient être victimes de violences sexuelles eux aussi, sans que qui que ce soit en ait quelque chose à foutre, que ce soit les médias ou les politiques. Alors je rajouterai à titre personnel qu'on retrouve cette même indifférence chez les défenseurs prétendus de l'égalité. Une étude de 2012 montre que la moitié des victimes de violences sexuelles dans l'armée américaine sont des hommes. Ouais, alors je rajouterai aussi que selon le CDC, à savoir l'équivalent du ministère de la Santé américain, a trouvé que la moitié des victimes de viol étaient des hommes, quand on leur demandait s'ils avaient été forcés à pénétrer, ce qui constitue un viol quand on n'est pas un connard. Oui, donc je parle bien de la population américaine là, pas simplement d'une population spécifique, non, c'est un échantillon national. Selon cette étude nationale donc, menée par un organisme officiel des États-Unis, celui qui fait autorité en la matière, la moitié des victimes de viol sont des hommes aux États-Unis. Vous y penserez quand les féministes vous diront qu'ils se battent pour l'égalité, parce que non seulement ce chiffre est passé sous silence, jusque dans l'étude elle-même, mais la modification de la loi américaine définissant le viol et exigée par les féministes à peu près à cette époque-là a pris le soin d'exclure avec minutie toutes ces victimes hommes de viol. C'est un heureux hasard quand même, vous l'admettrez. Elle poursuit en disant que c'est fréquent au Congo notamment et que ce genre de pratique existe depuis toujours. Le viol, la castration et autres sévices sexuels étant utilisés pour briser l'ennemi, ça fonctionne très bien. On notera un détail intéressant. Elle parle d'hommes chinois qui ont été violés et forcés à violer d'autres soldats. Sauf que si on est forcé à violer quelqu'un, c'est qu'on est soi-même en train d'être violé. Là en fait, elle ne fait que montrer que pour elle, un homme forcé à pénétrer est un violeur et pas un violé. Même si, à ses yeux, ça reste certainement une victime, mais une victime de second rang. Les féministes sont obsédées par la hiérarchie et la domination, c'est pas nouveau ça. Ils peuvent pas s'empêcher d'établir des hiérarchies entre victimes. Ainsi, si vous êtes pénétré, vous êtes plus une victime que si vous êtes forcé à pénétrer. Elle précise tout de même que les hommes violés en temps de guerre ne sont pas anecdotiques, c'est notable. Et c'est surprenant qu'elle ne se sente pas obligée de préciser là encore qu'ils restent minoritaires par rapport aux femmes victimes. Pendant le conflit de Bosnie dans les années 90, 80% des hommes prisonniers ont été violés. 80%. Certains ont été castrés, d'autres humiliés plus généralement, et là encore elle précise qu'une personne forcée à violer une autre personne n'est elle-même pas une victime de viol. Donc du coup, juste une petite question féministe là. Si on considère que pour violer quelqu'un, il faut forcément un pénis, en quoi c'est si important de préciser que ce sont principalement des hommes qui violent? Ça paraît logique, non? Vous avez pas l'impression de vous foutre de la gueule du monde là? Vous profitez de définitions foireuses et archaïques pour minimiser artificiellement la victimation des hommes, et vous prétendez sérieusement combattre la culture du viol.
Elle ponctue son paragraphe en précisant que ça arrive un peu partout dans le monde et que c'est pas un cas isolé. Elle présente une deuxième estimation avec 76% des prisonniers politiques d'une prison du Salvador qui ont été violés, castrés, etc. On trouve ces pratiques à Abu Ghraib ou Guantanamo par exemple. En vrai, s'il y a encore quelques féministes qui ont tenu jusqu'ici, franchement, si vous voulez vraiment continuer votre compétition victimaire au concours de beat, croyez-moi, vous n'allez pas gagner si on compare la souffrance des hommes et des femmes. Si jusqu'à présent, on a toujours trouvé à peu près à droite à gauche que c'était les femmes qui souffraient plus ou quoi que ce soit, c'était uniquement ou parce qu'on ne prenait pas en compte la souffrance des hommes, ou parce qu'on la niait, tout simplement. Elle prétend ensuite expliquer pourquoi il y a si peu d'intérêt pour les victimes de viols qui seraient des hommes, ou de violences sexuelles plus généralement en temps de guerre. Selon elle, la première cause, c'est que la victimation des hommes qui intéresse est la victimation physique uniquement, et pas sexuelle. Donc les meurtres et les blessures, lors de combats par exemple, et pas de la torture, ce genre de choses. Elle précise que l'étude des violences sexuelles est réservée aux femmes et aux filles, et que les cas des hommes n'est pas traité, ou alors n'est que mentionné, ce genre de choses-là. Elle dit aussi, bien évidemment, que les hommes sont forcément moins violés, et quand on connaît cette définition du viol, forcément c'est un peu logique. Et elle précise donc que même si les hommes seraient, selon elle, mais c'est faux, moins victimes de viol en temps de guerre ou ce genre de choses-là, ils ont plus de chances d'être victimes de mutilation ou de torture sexuelle. Dans un second temps, elle précise que le fait de collecter des données sur le sujet est extrêmement compliqué, selon elle, à cause du tabou. C'est pas faux. Elle précise bien que le stigma et le tabou est aussi présent chez les femmes, mais beaucoup moins. Que les hommes sont trop honteux pour appeler à l'aide et qu'ils préfèrent souffrir en silence. Et qu'ils préfèrent donc venir chercher de l'aide uniquement en dernier recours, si jamais les blessures sont infectées par exemple. Et dernièrement, selon elle, la cause la plus importante, et je pense être largement d'accord avec elle, je pense que c'est une évidence, c'est que tout simplement, on s'en tape quoi. Voilà. C'est bien facile de dire qu'il faudrait que les hommes ouvrent leur gueule, mais c'est à peu près la même chose que de dire à un dépressif qu'il faudrait qu'il arrête d'être triste, ou un alcoolique qu'il arrête de boire. Ça se fait pas, on dit pas ça, c'est pas comme ça qu'on soigne un alcoolique ou un dépressif. On l'aide, faut lui proposer de l'aide déjà pour commencer. Le truc qu'il y a, c'est que là, tout le monde s'en carre en fait. Non seulement un homme qui appelle à l'aide a aucune chance d'être aidé, mais il a toutes les chances de subir encore plus de préjudice. Elle précise que quand un homme subit quelque chose, ça sera toujours amoindri, le préjudice sera toujours amoindri que quand c'est une femme. Putain, faut vraiment être féministe pour être surpris par ça quand même. Je rappelle encore une fois que les mutilations génitales sont censées être illégales à peu près partout en Occident, et pourtant ça n'empêche pas les circoncisions de se faire constamment. Il n'y a quasiment aucune excision qui sont faites en France aujourd'hui. Pareil aux États-Unis, pareil dans tout le monde occidental en fait, on n'a quasiment aucune. Et les femmes excisées qui existent en France, à peu près 50 000 je crois, sont dans l'extrême majorité des immigrés. Dans l'extrême majorité. Les hommes circoncis, non. Ce sont des juifs, des musulmans, mais aussi des gens qui ont des parents un peu concons, tout simplement. Comme toujours avec les féministes, on atteint des niveaux d'ironie, mais magistraux, où là elle dit que, dans certains cas, en l'occurrence en Bosnie, des cas qui ont été décrits comme des viols quand la victime était une femme n'ont pas été qualifiés comme étant des viols quand la victime était un homme. Alors je vous rappelle à ce qu'elle disait plus haut quand même. Elle faisait exactement la même chose, mais la dissonance cognitive, ça c'est pareil, c'est un truc qui est très cher aux féministes, ça. Et bien évidemment, l'ironie continue de plus belle en disant que toutes les définitions légales n'incluent pas les hommes, etc. etc. Waouh, c'est... faut tenir le coup quand même. Tel niveau d'ironie, de conneries, d'ignorance, c'est... Encore une fois, c'est... À mon avis, fondamentaliste religieux, faut forcément être féministe pour être aussi con. Je vois pas d'autre cas là. Je vous lis juste donc la dernière phrase du paragraphe. Plusieurs pays ne reconnaissent toujours pas le viol des hommes et utilisent des définitions très restrictives de la notion de violence sexuelle, par exemple si elles sont limitées au cas de viol. Je vous rappelle la définition légale du viol aux États-Unis. Voilà. Elle clôt cette partie-là en disant que ces différences de traitement des médias, des chercheurs, etc., impliquent des visions différentes qu'on a de ces mêmes victimes au final, suivant si ce sont des hommes ou des femmes, étant donné que le label n'est pas le même, en fonction du sexe et pas en fonction de l'acte subi. Elle ponctue son article de manière assez juste en pointant du doigt les organisations qui devraient s'occuper de ça mais qui ne le font pas, en ne montrant que des victimes féminines par exemple, filles et femmes. J'ai pas grand chose à redire là-dessus, à part que forcément ça fait partie du jeu. Elle tente d'encourager l'idéologie féministe, bon c'est comme ça. Je voudrais juste m'attarder sur un point en particulier, c'est le cas des femmes victimes d'autres femmes, encore une fois. Elle dit dans un de ses paragraphes que certains des hommes sont renvoyés vers des services gynécologiques, ce qui sont par essence inadaptés à leur situation. Et elle dit que le fait que ce soit principalement des femmes qui s'occupent d'eux pourrait poser problème.
J'ajouterais que ça peut aussi être le cas des femmes victimes d'autres femmes, par exemple. Encore une fois, la question ne vient même pas en tête. Par exemple, pour les viols, on va dire que ça compte pas, parce que la définition du viol est tellement basée sur la pénétration qu'il y a certainement très peu de femmes qui sont violées par définition par d'autres femmes en temps de guerre. Mais si on prend le cas de l'excision, par exemple, elle est dans l'extrême majorité le fait d'autres femmes. Ce sont des femmes âgées, plus âgées, que ce soit des mères, des tantes ou des matriarches, qui excisent de force des jeunes filles. Personne ne se dit que ça pourrait rassurer la petite fille ou la jeune femme, ou même la femme adulte, que ce soit un homme qui l'accueille, tout simplement. La compétition intrasexuelle est beaucoup plus forte que la compétition intersexuelle. Je voulais juste conclure sur cet article en parlant de ça. Encore une fois, j'ai pas assez de matière pour en faire une vidéo, mais la violence des femmes sur d'autres femmes est largement sous-estimée. Et là, j'aimerais aborder le féminisme plus généralement sur ce sujet. Là, clairement, c'est le féminisme qui est responsable de ça. À la base, c'est bien évidemment les cultures patriarcales qui vont dire qu'un homme ne peut pas être violé, etc. Et qui vont créer le stéréotype de l'homme violé est forcément gay, par exemple. Et le stigma qu'il y a à être considéré comme gay. Sauf que, quand on regarde Suzanne Brown Miller, que vous connaissez certainement tellement c'est une féministe éminente, on voit que c'est elle qui a fait en sorte qu'on ne parle jamais des hommes victimes. C'est une féministe éminente. Elle est ultra respectée, à peu près autant respectée que Simone de Beauvoir par exemple, une pédophile en puissance au passage. Mais là je sens qu'on va encore me dire que c'est qu'une féministe, ou une féministe isolée, ou que c'est ancien, etc. Alors je vous renvoie à l'article dans lequel Stumple est inclus. Alors on peut voir que sur 4076 ONG, seuls 3%, soit environ 123, parlent des hommes. Et quand je dis qu'ils parlent des hommes, c'est pas ils en parlent de manière extensive. Il s'agit simplement d'une simple référence en bas de page. Donc non seulement il n'y en a que 3% qui en parlent, mais ils ne le font que en tant que simple référence. Osez me dire en face que ce n'est pas le féminisme qui est à cause de ça. C'est le cas, ces ONG-là sont toutes féministes. Il s'agit de combats contre les violences faites aux femmes à chaque fois, constamment. Il y a une volonté réelle de réduire au silence ces hommes victimes. Cette volonté est là, il y a des témoignages de ça. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, les féminismes sont trop cons pour comprendre que c'est pas un jeu à somme nulle. Et du coup, pour eux, sensibiliser sur la cause des hommes violés, c'est réduire le combat pour les femmes victimes. Et en l'occurrence, les femmes violées. Pour eux, on peut pas aider à la fois les hommes et les femmes. Mais en parallèle, ces crétins viennent se présenter comme les défenseurs de l'égalité. Comme je l'ai montré tout à l'heure pour le CDC, par exemple, là encore, il y a une volonté réelle de restreindre les définitions aux femmes victimes en ce qui concerne le viol. Cette volonté, elle est réelle. Et c'est des personnes influentes qui sont comme ça. Alors on s'en fout que vous, qui restez cloisonné dans sa chambre, soyez contre ça, on s'en carre. Le féminisme est défini par ceux qui agissent, par ceux qui ont du pouvoir. Vous n'en avez pas. Et ceux qui en ont sont sexistes. Alors le féminisme est sexiste. Sans parler du fait qu'il est sexiste par essence. Mais ça, c'est autre chose. Margot Wallström, une personne influente aux Nations Unies, a dit ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande souffrance au fait d'être un homme violé, etc. Ils sont certainement plus nombreux que ce qu'on pense. À vrai dire, on ne sait pas vraiment combien ils sont, mais on sait qu'ils sont forcément moins nombreux que les femmes, et c'est tout ce qui compte. Voilà. C'est ça, c'est un concours de bites. Ils s'en foutent d'aider les victimes, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'en définitive, il y ait plus de femmes que d'hommes. C'est tout. Ce que je veux montrer par cette vidéo, c'est faire comprendre une chose. Si vous parlez des viols en temps de guerre, une personne normale vous dira que c'est grave et croira que ça impliquera principalement des femmes, mais elle va pas spécialement insister là-dessus. Cette personne-là va juste dire oui, que les femmes sont violées, etc. Le féministe, lui, va insister là-dessus. Il va dire que c'est une violence faite aux femmes. Il va encourager ces stéréotypes-là. Alors que franchement, c'était vachement compliqué de taper violence sexuelle en temps de guerre sur Wikipédia. Il y a une partie réservée au viol des hommes et on montre largement et très facilement, c'est pas long comme partie. Et on voit que, bah non, c'est pas un problème lié aux violences faites aux femmes. C'est un problème de violence faite à tout le monde, point barre, tout simplement. Donc ça rejoint une idée que j'essaie de diffuser dans mes vidéos, c'est que le féminisme ne se bat pas pour l'égalité, à aucun moment il ne se bat pour l'égalité. Et les seules fois où il se bat pour les hommes par exemple, c'est ou une maladresse, ou un effet collatéral, ou alors l'œuvre d'un ou d'une féministe isolée. Et c'est un acte ponctuel. Le meilleur exemple étant Lara Stumple, mais c'est pas la seule. Le féminisme n'est qu'un prolongement du patriarcat. C'est un prolongement du patriarcat qui encourage donc ces stéréotypes-là de la femme frêle et fragile qui n'est responsable de rien et de l'homme qui est responsable de tout et qui ne souffre jamais ou peu. Et quand il souffre, au fond, c'est un peu justifié quand même. C'est ça que le féminisme dit.
C'est une version hypocrite du patriarcat qui ne peut apparaître que quand l'environnement créé ironiquement par un patriarcat est devenu assez artificiel et protégé pour que la folie féminine puisse s'exprimer librement et sans entrave. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vais m'adresser aux femmes directement, pour montrer à quel point le féminisme ne sert à rien là-dessus, en ce qui concerne la cause des hommes. Et pire, que dans certains cas, il peut même causer principalement du tort. Quand on regarde le dernier paragraphe de cette partie sur Wikipédia, on peut voir l'une des craintes que peut avoir l'homme violé. Et là, ça ne concerne pas que l'homme violé en temps de guerre, ça peut concerner l'homme violé par une femme plus généralement. Mesdames qui regardez cette vidéo, si un homme venait vous voir, si votre homme venait vous voir pour vous dire qu'il a été violé par une femme, combien d'entre vous croiraient d'abord qu'il vous a trompé et qu'il se cherche une excuse? Au-delà de ça, combien parmi vous aimerait toujours autant son homme si vous saviez qu'il avait été violé par une femme? Combien d'entre vous aimeriez autant votre homme si vous saviez que si vous faites agresser dans la rue, c'est à vous de le protéger et pas l'inverse? Combien d'entre vous aimeriez autant votre homme si vous saviez que lors d'une soirée entre amis, vous devriez faire attention à votre homme, faire attention à ce qu'il se sente en sécurité par exemple? Combien d'entre vous seraient prêts à faire ce genre d'effort? Très peu. Très peu, alors que vous crierez haut et fort que vous êtes pour l'égalité, que c'est pas bien d'obliger les hommes à être forts et virils. Bah n'empêche qu'en attendant, ils n'ont pas le choix. Vous ne leur laissez pas le choix. Dans cette vidéo, j'ai essayé de montrer qu'un autre des arguments pro-féministes était bidon, à savoir que oui, peut-être que le féminisme n'est plus nécessaire en Occident, mais il l'est toujours ailleurs dans le monde. C'est faux. Le féminisme n'est nécessaire nulle part. On a besoin d'égalité et pas de féminisme. Qu'ensuite ce problème lié au féminisme touchait tous les aspects sociétaux qu'on peut imaginer, autant à l'échelle individuelle que politique, que internationale, que militante. Et enfin, j'ai essayé, donc, via cette dernière partie, de faire prendre du recul aux femmes, pour qu'elles comprennent un petit peu, pour qu'elles puissent contraster avec ce qu'on appelle la charge mentale des femmes, par exemple. Je précise aussi qu'il ne s'agit pas de blâmer les femmes pour ce qu'elles aiment chez un homme. Parmi les femmes qui m'écoutent, si jamais vous aimez un homme fort et viril qui vous protège, ça vous regarde. On n'a pas à vous humilier pour ça, vous aimez ce que vous aimez, point barre. C'est juste pour vous donner un aperçu de la vie d'un homme, en fait, de tout ce qu'il doit subir. À la fois à cause des reliquats du patriarcat, mais aussi à cause de votre comportement, qu'il soit malveillant ou pas, mais aussi à cause du féminisme. Donc voilà, à plus.